Alors sans plus tarder, je vais donner la parole à Sandrine qui va nous faire sa présentation sur le développement des compétences santé par les collectivités locales. Sandrine, à toi. Bonjour Nathalie, bonjour à vous tous. J'espère que vous m'entendez bien, à défaut de bien me voir. Ça va à peu près? Oui, parfait. Parfait. Je suis désolée de vous imposer cette présentation à distance. C'est vrai que les temps de trajet m'ont un petit peu dissuadée. Donc j'ai le plaisir de vous présenter cette communication qui a été travaillée avec Pauline Dubois, qui est directrice des solidarités et de la santé à la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées et qui est également présidente de l'ACTAS, Association des cadres territoriaux de l'action sociale, qui est désolée de ne pas pouvoir être avec moi ce matin pour présenter, mais elle est en préparation budgétaire. Je vais vous présenter les choses de la manière suivante. Tout d'abord, quelques mots pour positionner la recherche, d'autant que j'ai bien compris qu'on était dans un colloque pluridisciplinaire. Donc, pour notre part, voilà, ça va être une orientation sciences de gestion et management, mais j'avais jugé utile de vous dire quelques mots pour positionner la recherche. Une deuxième grande partie sur les enjeux à relever par les collectivités locales qui souhaitent s'engager dans des projets santé. Une troisième partie où je présenterai l'étude de cas qui a été réalisée auprès de la communauté d'agglomération Pau-Béarn Pyrénées dans le montage de leur contrat local de santé 2022-2027. Et enfin, une partie d'interprétation des résultats obtenus à l'aune des réflexions contemporaines en management public, où on essaiera de tirer quelques apprentissages de la réflexion. Alors, concernant le positionnement de la recherche, nous sommes, vous le savez, dans un phénomène dit de territorialisation de la santé, phénomène qui a été analysé dans la littérature en sciences sociales récente, avec différents prismes disciplinaires, notamment bien sûr des juristes, mais aussi des géographes et aussi des gens de ma discipline en sciences de gestion et management, ils se reconnaîtront sûrement. Le résultat d'une impulsion juridique déjà un petit peu ancienne avec la loi HPST où le T de territoire apparaissait donc dès 2009 avec la création des ARS, des projets régionaux de santé et des premiers CLS. Et puis plus récemment, la loi dite Santé 2016, où on a vu apparaître des PTA intégrés dans des DAC et des dispositifs tels que les CPTS. Les projets santé portés par les collectivités locales s'inscrivent le plus souvent dans une vision dite élargie de la santé, au sens de l'OMS, c'est-à-dire qu'on va non seulement regarder les aspects sanitaires des questions, mais plus largement les aspects sociaux qui sont reliés bien souvent à ces questions sanitaires et des thématiques telles que les inégalités sociales de santé, les problèmes d'accès aux soins, de coordination des soins, les questions aussi de santé environnementale sont à l'ordre du jour dans ces projets santé portés par les collectivités locales. On s'est aperçu également que, un peu paradoxalement peut-être de prime abord, la crise Covid-19 avait finalement renforcé les attentes vis-à-vis des collectivités locales en matière de santé, puisqu'elles ont pu, à l'occasion de cette crise, faire preuve de leur capacité à prendre des initiatives et à organiser des choses importantes comme la distribution de masques, la mise en place de centres de dépistage ou de vaccination. Et donc, on se retrouve finalement avec aujourd'hui des collectivités locales dont on attend beaucoup en matière de portage de projets santé. Alors, le positionnement de la recherche qui va être adopté ici, ça va être de regarder les conséquences de ce mouvement de territorialisation de la santé sur le plan organisationnel, qui est bien sûr une question largement investiguée par les sciences de gestion. Alors, si on regarde les choses de manière un petit peu historique, on s'aperçoit en fait depuis une bonne décennie, un petit peu plus, qu'on a vu émerger des formes organisationnelles moins hiérarchiques,
inspiré des réseaux dans le monde de la santé, en France comme dans la plupart des pays occidentaux, qui ont pour vocation, en tout cas c'est l'une de leurs vocations, d'associer une grande variété d'acteurs et d'institutions de différentes natures, des professionnels de santé, des établissements de santé, sanitaires et médico-sociaux, des structures de tutelle classiques, au premier rang l'ARS et les conseils départementaux, les collectivités locales, les EPCI, de manière à construire et ensuite conduire des projets santé face à des exigences qui sont considérées soit comme nouvelles ou en tout cas comme renforcées, face notamment au vieillissement de la population, au développement des maladies chroniques, et donc par exemple les PTA intégrés dans des DAC pour faire face à la coordination des soins des patients dits complexes. Alors ces formes organisationnelles moins hiérarchiques, de forme réseau de santé, de forme PTA, de forme DAC, elles sont analysées aujourd'hui très largement dans la littérature sur les innovations organisationnelles en santé, sachant que cette littérature, elle identifie des problèmes de gouvernance spécifiques que posent ces formes organisationnelles, parce que bien évidemment, ces formes organisationnelles, elles ont tout leur intérêt pour faire face à ces questions-là, mais ce sont des formes plus compliquées à manipuler, à organiser que les hiérarchies classiques, du fait de la multiplicité des décideurs, de l'absence de ligne hiérarchique univoque. Du coup, le positionnement de la recherche qui va être adopté ici va se cristalliser autour de la problématique suivante. En quoi le mode de gouvernance des projets santé par les collectivités locales est-il susceptible de favoriser leur réussite? Donc une focalisation sur cette question de la gouvernance qui, on l'a j'espère compris à travers ces quelques premiers propos, n'est pas aisée puisqu'on est sur une forme organisationnelle un peu plus compliquée qu'une bureaucratie hiérarchique classique. Alors je vais attaquer le deuxième point de la deuxième grande partie de la présentation, les enjeux que doivent relever les collectivités locales qui souhaitent s'engager dans des projets santé. Et il semble que le premier de ces enjeux, qui est relativement classique, qui je pense est relativement fréquemment relevé, mais qui mérite quand même d'être redit, me semble-t-il, est qu'il s'agit de satisfaire les attentes de différentes parties prenantes dans un contexte de non-alignement de leurs objectifs et de leurs intérêts et de multiplicité de leurs agendas. Alors ce petit schéma pour rappeler que les projets santé, donc portés par les collectivités locales, sont à la croisée de différentes attentes portées par différentes parties prenantes. Alors j'en ai listé quelques-unes. Les agences régionales de santé, les autres collectivités locales, notamment les conseils départementaux qui sont au cœur de ces sujets, les établissements de santé, sanitaires, médico-sociaux, qu'ils soient publics, privés associatifs, privés lucratifs, les professionnels de santé libéraux, les patients, bien entendu, plus largement les usagers, leurs familles, encore plus largement les habitants, les citoyens des communes ou des collectivités locales concernées, les associations et les représentants d'usagers, les établissements de formation en santé, les facultés, les instituts de formation en soins infirmiers, etc. Donc on comprend que toutes ces parties prenantes ont des attentes qu'il va s'agir d'essayer de satisfaire. En tout cas, il semble important, dans un premier temps, que les collectivités puissent réaliser une cartographie exhaustive de ces parties prenantes afin de garantir la pertinence des projets qu'elles vont porter, c'est-à-dire la bonne adéquation entre la politique publique qui est incarnée par le projet et son contexte de mise en œuvre. Le deuxième grand enjeu à relever va être d'inscrire ces projets santé dans un système de santé déjà très dense, avec de multiples échelons, de multiples dispositifs. Alors, il ne vous aura pas échappé qu'au cours des dernières années, il y a eu une multiplication sans doute sans précédent des structures et des dispositifs
visant à favoriser en particulier l'accès aux soins et la coordination des intervenants, avec de surcroît des mouvements de fusion ou d'absorption, en tout cas plus ou moins complets, plus ou moins partiels entre les différents dispositifs. Alors j'en cite quelques-uns, les CLIC, les MAIA, les PTA, les DAC, les CPTS, les MSP. Donc finalement, l'un des enjeux à relever va être en créant un nouveau projet santé, en le créant puis en le mettant en œuvre, de ne pas encore brouiller les pistes, mais au contraire d'essayer d'apporter de la clarté et de la cohérence pour les usagers et les professionnels et structures de santé partenaires du projet. Troisième grande catégorie d'enjeux qui porte cette fois-ci davantage sur le contenu des projets, sur les thématiques d'intervention qui vont être portées par le projet. Je ne vous cite pas beaucoup de littérature dans mes diapositives, je vous donne quand même ici la référence de Pierron 2007, qui est un philosophe qui s'est intéressé aux questions de santé et qui identifie en particulier 3 grandes dimensions dans la santé. Et dans l'article auquel je fais référence ici, ces 3 grandes dimensions de santé font référence à des enjeux particuliers qu'il va s'agir de relever lorsque l'on souhaite monter des projets santé. Le premier d'entre eux va être de renforcer la confiance des patients, des bénéficiaires vis-à-vis de la relation de soins et plus largement du système de santé. Il peut y avoir toute une série de thématiques portées par les collectivités locales dans leurs projets santé, telles que la bonne coordination de l'offre de santé, s'efforcer de développer les actions de prévention et les actions d'éducation thérapeutique, s'efforcer d'offrir des conditions d'exercice satisfaisantes et attractives pour les professionnels de santé. Toutes ces thématiques vont dans le sens d'une confiance accrue des patients et des bénéficiaires vis-à-vis de la relation de soins et du système de santé. Deuxième dimension, la dimension de la justice. Promouvoir la justice, promouvoir le respect des droits des patients et des usagers vis-à-vis du système de santé. Cette fois-ci, quand on va s'intéresser à des thématiques telles que la bonne répartition de l'offre de soins sur un territoire, la question de l'égalité d'accès aux soins, qui est une question particulièrement délicate, la question de la démocratie sanitaire de proximité, on va s'inscrire dans des thématiques qui correspondent à ce deuxième angle. Et enfin, la question de la solidarité, où là, bien évidemment, on peut voir se développer des thématiques telles que la question de la prise en compte des situations de vulnérabilité, la question de la promotion de l'autonomie, la question de la solidarité intergénérationnelle. Donc, cette troisième catégorie d'enjeux fait davantage référence à des questions de contenu qui devront être intégrées dans les projets santé. Alors, diaporama, c'est peut-être un peu figé, non? Ça va? Troisième point, l'étude de cas que nous avons réalisée donc avec le soutien donc de la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées. Un contrat local de santé qui a été signé en juin 2022, donc assez récemment, après 1 an et demi, on va dire, de montage. En plus, la phase de montage s'est réalisée en phase de crise sanitaire, ce qui a un petit peu allongé les délais. Donc un EPCI qui est aux manettes, si j'ose dire, en tout cas en première ligne avec la délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques de l'ARS Nouvelle-Aquitaine pour monter ce contrat local de santé. Je vais rapidement sur le premier point. Vous savez tous bien évidemment que le CLS est aujourd'hui un dispositif privilégié pour porter un projet santé au sein d'une collectivité locale, qu'on en est aujourd'hui au CLS dit de 2e génération, qui sont censés, encore plus que les premiers, reposer sur une dynamique collective entre les différents partenaires. Au niveau de la méthodologie, une étude documentaire avec notamment un gros morceau qui est la plaquette détaillée de présentation du CLS dont je vous parle, 224 pages, plus des entretiens semi-directifs avec des acteurs impliqués dans la construction du CLS, entretiens qui sont encore en cours de réalisation et d'analyse. Cette étude de cas nous a permis premièrement de caractériser le processus de construction et de conduite du CLS.
on s'aperçoit en fait que ce processus de construction a été particulièrement soigné, avec différentes étapes de construction. Une première étape qui a été celle du bilan du CLS précédent, puis une grosse étape de diagnostic territorial, dit diagnostic territorial partagé, avec le soutien de l'Observatoire régional de santé et d'une agence d'urbanisme. Ensuite, une identification des problématiques de terrain via différentes méthodes, très nombreuses, très variées, une grosse enquête, des ateliers, un séminaire. Finalement, la formalisation de 5 axes stratégiques qui ont eux-mêmes été déclinés en 70 fiches actions. Donc aujourd'hui, il y a 70 fiches actions à mener dans ce CLS, sachant que ce sont des groupes de travail associant des acteurs variés, élus, agents, professionnels de santé, institutions et citoyens qui ont réalisé ces 70 fiches actions. Deuxième point notable dans le processus de construction, la volonté d'intégrer dans le CLS les préconisations qui émanent des différents dispositifs préexistants, le projet régional de santé, le projet régional santé-environnement, ce qui concerne la petite enfance, le PRAPS, le programme départemental pour l'insertion, le schéma autonomie et des choses en santé mentale. Les 70 fiches actions voient leur mise en œuvre confiée à des structures dites pilotes, 27 structures pilotes au total, avec à chaque fois un calendrier de mise en œuvre et des indicateurs de suivi et des méthodes d'évaluation qui sont spécifiés sur chacune des fiches actions. Au niveau du contenu thématique du CLS, il a été défini ce contenu sur la base des enjeux identifiés lors de la phase de diagnostic dont je viens de vous parler et formalisé autour des 4 premiers axes stratégiques du CLS qui sont accès aux droits et aux soins, accompagnement de la personne en perte d'autonomie, prévention et promotion de la santé et enfin santé environnementale. Vous voyez, je ne rentre pas dans le détail, mais rien qu'à travers les intitulés de ces 4 axes, on a ici une conception très intégrée de la santé. Troisième point, la caractérisation du mode de gouvernance du CLS, qui est quand même notre sujet d'intérêt ici. On s'aperçoit que de multiples instances et fonctions ont été définies à l'occasion de la construction du CLS. Un comité de pilotage, qui est l'instance décisionnelle et politique, un comité technique, qui est chargé du suivi de la mise en œuvre des actions et du soutien aux pilotes, des groupes de travail, des structures pilotes. Et un fait relativement original qui est qu'un axe stratégique, donc le 5e, est focalisé sur la gouvernance du projet, puisqu'il s'intitule « Gouvernance collaborative en matière de santé ». C'est la volonté des élus d'avoir mis en lumière cet axe stratégique-là, l'idée étant de maintenir la dynamique collective qui a pu être mise en place à l'occasion de la crise sanitaire. Alors, si je poursuis par les interprétations, Sandrine, quels apprentissages peut-on tirer de cette étude de cas? Sandrine, est-ce que tu m'entends? Premier point, j'aimerais parler d'ambiguïtés qui peuvent résulter dans la perception des différents acteurs qu'on a pu interroger sur l'usage du terme contrat. Alors un CLS, c'est un contrat, sauf que c'est peut-être pas un contrat tout à fait comme ceux que l'on connaît déjà dans le champ de la santé. Alors, la contractualisation en santé, c'est quelque chose maintenant de relativement ancien, notamment à travers les CPOM, et ces contrats sont habituellement représentatifs d'une relation marchande entre un financeur et un financé, dans une conception très New Public Management des choses. Donc, typiquement, un contrat entre une agence régionale de santé et un établissement de santé, entre un financeur et un financeur qui apporte donc bien évidemment des moyens et un financé qui doit réaliser des objectifs. Il n'est pas certain que cette vision marchande du contrat soit en adéquation avec l'ambition de la construction d'une dynamique partenariale telle que celle qu'on voit dans les CLS. De surcroît, il semble qu'il y ait a priori une inadéquation entre la méthode du contrat et les problèmes complexes qu'on appelle parfois dans la littérature les wicked problems, qui eux appellent des solutions portées par des relations partenariales
au sein de formes organisationnelles hybrides, New Public Governance. Donc, quand je parle d'ambiguïté, très clairement, je suis pas tout à, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas tout à fait certaine que quand l'ARS parle d'un CLS et quand une collectivité locale parle d'un CLS, elles aient tout à fait en tête la même définition, la même appréhension, en tout cas, de ce que peut être un contrat, en l'occurrence. Deuxième interprétation. Faut que je termine rapidement, peut-être. Sandrine, tu m'entends? Désolée, c'est juste, voilà, si tu peux peut-être 2-3 minutes conclure parce que le temps passe très très vite. Ouais, j'ai quasiment fini en fait, mais j'essaie d'aller vite. C'est noté. Ce qu'apporte une gouvernance collaborative, alors déjà, on a été en mesure ici d'identifier les principaux éléments caractéristiques d'une gouvernance collaborative, un souci d'apprentissage, une perspective d'interprofessionnalité et de collaboration, la volonté, même si ça a été difficile, d'intégrer les citoyens aux différentes étapes. On s'aperçoit en fait qu'en menant un projet par le biais d'une gouvernance collaborative, on arrive à apporter une réponse aux différents enjeux identifiés précédemment, à savoir intégrer les attentes des parties prenantes, les dispositifs préexistants et enrichir le contenu. En fait, on a ici un mouvement intéressant de cercle vertueux, on va dire, entre le processus mené et l'enrichissement du contenu, puisqu'on a 4 axes forts déclinés en 70 fiches actions. Bien évidemment, dans le même temps, cette gouvernance collaborative, elle amène des défis, parce que paradoxalement, qui dit capacité à apporter un contenu riche et intéressant, amène dans le même temps des défis de gestion du temps, défi de l'engagement prolongé des partenaires et des citoyens, et enfin défi de l'animation du projet, susciter l'adhésion, notamment dans le long terme, ce qui suppose d'apporter beaucoup d'attention, en particulier à la méthode d'évaluation du projet qui va être identifiée. Quelles perspectives complémentaires pourraient être développées? Peut-être une réflexion sur la maturité des collectivités locales en matière de gouvernance des projets santé. Un petit peu dans la même idée, peut-être certains d'entre vous connaissent ça, que les travaux qui sont portés sur la maturité digitale des collectivités locales. Et ça nécessiterait de réaliser des études comparatives entre plusieurs projets et entre plusieurs collectivités locales. Et une autre piste qui nous semble intéressante pourrait être d'étudier le lien entre mode de gouvernance des projets santé et la confiance des usagers citoyens envers les services produits par ces projets. Je suis désolée si j'ai débordé un petit peu sur le temps. Je vous remercie pour votre attention et on est à votre écoute, au moins par mail, pour répondre à vos questions éventuelles. Je me joindrai à vous tout à l'heure si besoin, je crois vers 10h15. Je serai disponible pour répondre à vos questions.